Cette fois-ci, donc, l'art urbain, je l'ai conçu comme une interface entre un sens et une forme. On en parlait au début. L'idée, c'est de voir que les objets et les formes ne portent pas d'étiquette. Les bâtiments ne parlent pas. Donc quand on se confronte à l'univers urbain, on est face à un univers qui est assez muet, même s'il est bruyant. En tout cas, il ne renseigne pas beaucoup sur son sens, d'où on est obligé de mettre des panneaux indicateurs dans la ville. Alors il y avait un sens dans la ville médiévale qui était instinctif, c'est que plus on se rapprochait du centre, plus les rues s'enroulaient autour de l'église. Et l'époque moderne a un petit peu brisé cette organisation naturelle des villes en les codifiant avec des hiérarchies de voies qui font que l'environnement construit ne nous renseigne plus naturellement sur le sens des choses. Donc il faut lui mettre une codification. Heureusement, certains artistes, de temps en temps, permettent aussi de dépasser le sens des panneaux indicateurs qu'on nous montre, car il y a certains monuments, on va le voir tout le long de cette présentation, qui portent un sens officiel et qui peut supporter aussi un sens officieux. Alors là, c'est pour un petit peu pour mémoire, c'était pour essayer de mettre en scène un petit peu les trois repères que je vous propose, les repères de cohérence, de motivation. C'est la carte qu'on a utilisée lors de la première séance, et même plus d'une fois, donc la carte de l'espace francilien. L'idée, c'était de montrer qu'ici, on a l'illustration en fait d'une sorte de coupelle, une sorte de cuvette. Alors évidemment, il y a la cuvette de l'espace parisien, mais il y a une grande cuvette qui correspond à peu près au bassin de la Seine. Et cette grande cuvette du bassin de la Seine recueille toutes les eaux du bassin versant de la Seine. Alors, dans l'esprit d'une certaine cohérence géographique, cette grande cuvette en fait recueille donc toutes les eaux et les canalise progressivement vers le lit majeur de la Seine et va chercher un petit peu les sources tout autour. Alors, elle ouvre la possibilité évidemment de cette cuvette, mais elle ferme aussi évidemment l'espace francilien à d'autres bassins, comme celui de la Loire, hein, comme celui du Rhin ou celui du Rhône. Dans un deuxième temps, on voit le tracé ici de la Marne qui arrive à la confluence avec celui de la Seine, puis il y a les trois grands méandres qui suivent Paris, et on retrouve ici la confluence avec l'Oise, et puis après on s'en va vers Rouen. On a ici l'idée de ce que c'est qu'un bassin versant, c'est recueillir les eaux, donc les canaliser, donc lui donner ce motif en lacet qui distingue assez bien dans une géographie le sens naturel d'une région. Et enfin, ici ça n'est pas représenté, mais cette composition évidemment va de l'abri par de l'abri, et même si on remonte plus loin évidemment au plateau de Langres, et est orientée en une séquence de succession de la Seine majeure, la Seine mineure, enfin en tout cas la Seine amont et la Seine aval, et est orientée dans une composition qui nous amène progressivement vers le Havre, qui est évidemment l'estuaire. Alors, c'est une composition et une forme naturelle, qui est non voulue par les hommes. Et donc, je voulais montrer et expliciter que les trois repères que j'ai pris peuvent s'appliquer aussi à des formes naturelles. Sauf que sur ces formes naturelles, on ne connaît pas le sens. On peut comprendre comment ces formes se sont construites, mais évidemment, on ne peut pas comprendre son sens. On ne peut que le surajouter. Or, dans une œuvre artistique, évidemment, il y a un sens artificiel, comme le mot l'indique dans le mot art. Et donc, il y a un sens à partir du moment où il y a un créateur qu'on peut interroger. Donc, ça ouvre un deuxième espace, qui est un espace qu'on va appeler psychologique, qui est cet homme qui surajoute un sens à ses formes naturelles. Et Guy Debord l'a mis en avant dans les années 50 à travers le mouvement des situationnistes.
en inventant ce qu'il a appelé la psychogéographie. Et il s'est posé la question de savoir comment les formes du milieu concret que l'on traverse s'inscrivent dans notre intimité, dans notre cerveau et dans notre psychologie. Et donc il a essayé de donner forme à cet univers mental qu'il a appelé la psychogéographie et qui s'inscrit évidemment dans la droite ligne d'un travail comme celui de Duchamp dans les années 1910, qui était de dire que l'art est avant tout un fait mental, est avant tout une action humaine qui se surajoute à la réalité. Alors ici, on a une image de la déambulation d'une étudiante dans le quartier latin pendant quelques jours, et on peut voir donc les morceaux urbains qu'elle traverse, on peut voir l'ensemble de ses parcours et qui composent une sorte de mosaïque. On voit qu'elle ne va pas partout. Et donc, c'est un essai de reproduire ce que le cerveau pourrait avoir conservé de ce Paris qu'on connaît bien, de ce quartier latin, mais qui ici est complètement fragmenté, puisque le cerveau, évidemment, est complètement malléable et ne travaille hors d'échelle, ou travaille à plusieurs échelles. Ce travail de psychogéographie, évidemment, peut devenir très concret et très pragmatique. On peut l'utiliser tous les jours. On pourrait faire le test ce soir avec chacun de nous, de prendre une feuille de papier, de dessiner l'espace francilien ou l'espace parisien, et on verrait qu'il y aurait des multitudes de représentations mentales différentes. Il y aurait des représentations en termes d'itinéraire, à droite et à gauche. Il y aurait des représentations de type mental, donc type cartographique. Et puis on aurait des représentations du type petite scénette successive. On voit que d'une part, il y a une perspective assez bien construite. On voit qu'ici, il y a un plan. Et on voit ici qu'il y a une sorte de façade ou de coupe. En tout cas, un élément assez frontal qui représente une petite scénette de rue ou de square. Donc pour la perspective ouverte, donc c'est facile, hein, pour la cohérence, l'idée du premier repère qui est la cohérence qu'on analysera après, c'est d'ouvrir un cadre, d'ouvrir une perspective. Donc là, évidemment, le cours de la Seine permet d'ouvrir une perspective. On voit ici la Bibliothèque nationale. On voit les péniches et les bords de Seine. D'un autre côté, on a ici une petite scénette avec un petit square, quelques sculptures qui doivent être allégoriques et évidemment une petite scénette de rue où des enfants sont assis, enfants ou adultes d'ailleurs, qui discutent, et on voit bien que c'est un espace d'agrément. On voit bien ici ce qu'on peut y faire. C'est un espace motivant, un espace où on a envie de flâner, où on peut rêver et où on peut, en tout cas, un espace apaisé. Et ici, on a la composition un petit peu en plan, vue de haut, comme si on était dans un hélicoptère, où on essaye de se représenter comment cette perspective et cette petite scénette s'organisent les unes avec les autres. Voilà, donc je donnais 3 exemples, hein, la carte en relief de l'Île-de-France, donc comme un motif naturel, une cohérence naturelle et une composition naturelle. Et puis après, j'ai essayé de montrer que la psychogéographie a fait le lien entre cette nature et cet artifice que va devenir l'art. Et puis cette carte psychogéographique qui peut nous servir nous-mêmes à définir notre propre cadre mental, nos propres cohérences, interroger nos propres motifs et savoir comment on les compose et savoir est-ce que cette motivation est résolue et réussie ou pas. Donc je vais vous parler du premier repère, celui de cohérence. Donc l'idée, c'est la question du cadre. Donc c'est essayer de se poser la question de qu'est-ce qui s'ouvre ici et qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce qui émerge. Je faisais un petit peu le parallèle avec la Seine, ça pourrait être la source. Tiens, tout d'un coup, en amont, il n'y a rien. Et puis un jour, débouche dans la terre une source. Il y a un espace de cohérence qui se crée. Alors j'ai pris un élément assez violent, assez manifeste, celui de l'Arc de Triomphe, qui a une longue histoire et qui illustre un peu comment les villes se sont faites à travers des actes forts,
Alors évidemment, il y a eu sur ce tissu-là, il fallait imaginer la colline de la butte de Chaillot, qui était une grande forêt et qui servait de terrain de chasse, et sur lequel, à un moment donné, on a implanté une étoile, comme on implante dans beaucoup de forêts de chasse à courre. Et en fait, c'est un carrefour en étoile. Et progressivement, au XVIIIe siècle, on va commencer à lui implanter, à paver ici ces étoiles. Alors qu'avant, c'était des terrains, c'était des allées pour les chevaux. Et puis, à un moment donné, Napoléon va avoir l'idée de cette barrière, puisque passé à cet endroit-là, on le voit ici encore à l'articulation, l'enceinte des fermiers généraux, un tout petit peu avant la Révolution, il va avoir l'idée à cette porte, cette porte d'octroi, à son retour d'Austerlitz, il va promettre à ses soldats de passer sous un défilé, sous un arc de triomphe. Et donc, il va le construire, il va le lancer, et puis, progressivement, il va lancer, après, Napoléon III va lancer, c'est une histoire un peu longue, hein, mais Napoléon III, après, va lancer cette idée de construire et de lotir intégralement cette porte de Paris et en faire un point de jonction entre trois quartiers, donc le 16e, le 17e arrondissement et le 8e. Et Hittorf va construire et va mettre en scène évidemment toute la place de l'Étoile avec ses hôtels particuliers entre cour et jardin. Et il y aura donc l'allée de l'impératrice Eugénie, donc qui était la femme de Napoléon III, et qui permettait de rallier le bois de Boulogne à cheval. Et donc une grande mise en scène et du monument, donc de l'Arc de Triomphe, et évidemment du bois. L'allée fait à peu près 1,3 km. Ça veut dire que quand on est d'un côté de l'allée et qu'on regarde l'Arc de Triomphe, il est grand comme un petit jouet de 5 cm. Donc en fait, il y a une mise en scène à travers cette grande allée, comme on peut le retrouver sur les Champs-Élysées. Il y a une mise en scène aussi de l'objet urbain qui se met à se représenter lui-même. Puisqu'il est assez difficile, quand on côtoie toutes ces allées, évidemment, de prendre conscience qu'on est sur une étoile. Le seul point où on comprend cette ouverture de ce quartier en étoile, c'est évidemment de monter en haut de l'Arc de Triomphe, où là on a une vue où l'espace construit s'efface complètement, puisque l'on voit que tous les pâtés de maison sont des grands triangles en pointe, et donc on a un point de vue privilégié. Voilà, donc là c'était plutôt pour montrer que pour faire la ville, il a bien fallu créer des moments d'ouverture, donc qui se sont suivis par des urbanismes successifs, et on en arrive à cet état-là. Un deuxième exemple, donc là bien plus ludique, on va dire. Donc l'exemple de Varini, donc qui est un artiste suisse qui fait un travail sur l'architecture et sur la manière dont le graphisme pourrait intervenir dans l'architecture, et qui va chercher évidemment à sortir des musées et évidemment à essayer d'aller au-delà du cadre. Donc c'est son grand motif, même si je cite son motif alors qu'on est dans le premier repère, celui de la cohérence. Mais bon, on ne peut pas non plus parler d'un artiste sans raconter un tout petit peu sa motivation. Et donc sur Saint-Nazaire, cette grande friche qui était en cours de transformation, avec ce paysage industriel qui n'était non voulu, c'était un paysage résiduel, un paysage qu'on pourrait appeler vernaculaire, de choses accumulées les unes à côté des autres. Il va essayer donc de travailler sur cette fragmentation des bâtiments les uns avec les autres, et il va construire un point de vue qui va réunir tous les autres points de vue. C'est-à-dire que quand on se promène, on voit des traces de lacération, de triangulation, qu'on voit un peu partout, à différentes échelles. Voilà, on ne comprend pas forcément l'objectif de cette intervention artistique. Et donc, on crée
de fait une sorte de recherche pour essayer de comprendre où est ce cadre, où ça commence et où ça se termine. Et normalement, l'œuvre se termine au moment où vous arrivez à retrouver le point de vue majeur, qui est celui qui permet de passer d'un monde en 3 dimensions à un monde plat, en 2 dimensions, celui de la représentation de l'artiste. Et donc il transforme l'espace urbain en une toile urbaine. Troisième intervention, au niveau du parc des Cormailles à Ivry. On reconnaît la barre Gagarine, qui est assez visible depuis l'avenue de France, qui est très imposante. Et cette ancienne emprise ferroviaire, et donc pour ceux qui connaissent, voilà, il y a les bâtiments de Renaudie, les bâtiments proliférants de Renaudie et de sa femme, Gayustet, ici, on voit les bars. Et cette ancienne enceinte ferroviaire a été transformée en un parc, et évidemment il a fallu dépolluer le sol, il a fallu enlever l'emprise ferroviaire, et donc il y a eu tout un chantier de déconstruction. Et comme dans tout chantier de déconstruction, chaque matériau sont mis les uns à côté des autres. Et ici, il restait ce grand tumulus en terre. Et 2 artistes, Richard Müller et Jan Kopp, ont choisi d'intervenir à un moment donné, juste un petit temps, et de faire fleurir ce tumulus d'une nuée de coquelicots. Donc effectivement, ça peut paraître un art naturel et spontané, mais si on n'était pas forcément au courant de l'intervention, mais en tout cas la prolifération de coquelicots, ou en tout cas l'intensité des coquelicots, évidemment, l'a formé lui-même son propre cadre. On se disait forcément qu'il y avait eu intervention humaine pour pouvoir créer cette unité. Alors on voit comme dans ce paysage, ça pourrait rappeler un petit peu la butte australienne rouge que les aborigènes d'Australie déifiaient. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette butte n'existe plus et on s'est resservi de... Ouais, je récupère là. Voilà. Et a servi à faire cette butte panorama dans le jardin, dans le parc des Cormailles, où on peut monter progressivement et aller apercevoir tout ce panorama que vous voyez derrière et qui constitue une partie du Grand Paris. Donc le deuxième repère que j'offre à votre sagacité, c'est la motivation. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé avec Varigny. C'est l'idée du motif, c'est l'idée de savoir pourquoi, à un moment donné, un artiste fait-il cela. C'est qu'il a sans doute identifié dans un territoire quelque chose qui manque, ou en tout cas, il a décelé un manque, et qu'il va essayer de mettre en scène, qu'il va essayer de détourner, pour donner envie de combler ce manque. Alors pareil, je commence toujours par des bâtiments un peu violents, des arts urbains monumentaux. Donc le Sacré-Cœur, qui signe le début de la Troisième République, et qui signe l'idée d'un retour à l'ordre moral, à la présence du catholicisme dans l'emprise parisienne, suite évidemment aux affres de la Commune. Donc ce monument a un double motif, c'est qu'il a un motif officiel qui était d'expier cette faute ou cette punition divine qui était que l'on avait perdu la guerre contre les Prussiens. Et évidemment, le motif informel, c'était... et c'est pour ça qu'on l'appelait celle du Sacré-Cœur, essayer de racheter le sang des communards, donc des Parisiens qui avaient été je trouve pas le mot, enfin en tout cas qui avaient été tués par les Versaillais, puisque la butte Montmartre est un des lieux de mémoire, puisque la commune a commencé sur la butte Montmartre. Ça a un autre avantage évidemment, c'est que l'emprise de ce bâtiment permet aujourd'hui de ne plus mettre de canon. Voilà, puisque la position de Montmartre était intéressante, puisqu'on pouvait canonner les environs de Paris. Jean-Michel Othoniel, donc là une œuvre bien plus légère, le kiosque des Noctambules sur la place du Palais Royal. Donc Othoniel est un artiste qui s'est fait connaître
notamment à travers ses colliers cicatrices. Donc c'est des colliers où il a récupéré des pierres rouges et il les assemble avec de l'aluminium coulé. Et il proposait son collier cicatrice à qui voulait le porter. Et donc on se mettait à porter effectivement une vraie cicatrice autour du cou. Après, il a beaucoup mis en scène dans la nature ses colliers cicatrices. Et puis dans les années 2000, on lui a demandé de refaire un petit peu le même geste qu'avait fait Guimard, c'était d'orner une bouche de métro. Et donc, il a pris l'écrin de la Comédie Française, donc cette place du Palais Royal, pour venir mettre un petit kiosque. Donc, c'est un double couronnement, puisqu'on voit une grande couronne rouge derrière, voilà, et une couronne à dominante bleue devant. L'une vient servir d'écrin pour la sortie de métro et les escaliers, et l'autre pour un petit banc qui permettrait librement de faire des rencontres fortuites. Voilà. Alors là, on a juste fait 10 mètres. On est rentré dans l'enceinte du Palais Royal. Alors l'œuvre évidemment assez connue, donc les deux plateaux de Buren et de Bouchain. Donc l'artiste Buren et l'architecte Bouchain, où l'idée était de transformer cette place qui dominait, qui était dominée par le ministère de la Culture, cette place du Palais Royal, qui était un ancien parking, et évidemment de la redonner aux Parisiens, puisque c'est une place qui est quand même tristement célèbre, puisque dans Paris, dès qu'il y avait des exécutions capitales au moment de la Révolution ou un peu avant, le premier endroit où on faisait circuler les têtes, c'était dans cette cour, ou en tout cas dans les jardins du Palais Royal. Et on allait montrer aux gens qui s'encanailleraient là, évidemment, cette édification de l'exécution capitale, et on montrait ça évidemment au prince, au duc d'Orléans, qui notamment, lui, a terminé aussi dans une charrette en passant par là. Donc on réouvre cette place aux Parisiens, et donc Buren a l'idée de la rendre très urbaine. Il va mettre du bitume au sol, et il va se servir des dalles de caillebotis, qui sont un matériau très industriel qu'on rencontre assez facilement dans l'espace urbain, notamment sur les espaces d'aération du métro. Donc les deux matériaux un peu typiques du trottoir parisien. Et puis il va essayer de reprendre une trame de poteaux en référence à l'ancien parking. Et il va mettre en scène deux plateaux. Un plateau souterrain qui est en fait une grande fontaine éclairée d'une lumière verte-bleue assez indéfinissable, et donc qui fait couler de l'eau, et évidemment une place haute, un deuxième monde, l'espace des Parisiens, qui fait évidemment directement référence au reflet dans l'eau, et donc aux deux mondes et aux deux plateaux qui se côtoient, celui du ministère de la Culture, où l'on voit ici ces allées, et le monde du ministère et le monde des gens administrés. Voilà. C'est une œuvre qui a été rénovée par Daniel Buren lui-même, où il en a refait une œuvre à travers ses échafaudages, puisque cette œuvre, évidemment, ne marchait plus à partir du moment où il ne fonctionnait plus comme une fontaine. Donc pendant plusieurs années, la fontaine n'a pas eu lieu. Buren est connu dans sa motivation, enfin dans son travail artistique, surtout pour ses rayures, qu'il a utilisées, qu'il a trouvées d'une manière fortuite, puisque c'est en allant acheter en cherchant des matériaux concrets pour faire une œuvre, il est tombé sur du papier peint, sur ces rayures de 87 mm de large, et il en a fait le motif unique de toute son œuvre.
Donc là, évidemment, il n'y a plus de cadre. On ne peut plus faire d'art dans les musées à partir du moment où on a un seul et même motif. Et donc, c'est un art in situ, un art qui se situe directement dans l'espace urbain. Voilà. Et donc, à Beaubourg, par exemple, quand il avait fait son exposition, il avait même redécoré les gardiens du musée avec ses rayures. Donc, c'est vraiment un motif qui lui sert à tout. Voilà, donc le troisième point, c'est bien beau d'ouvrir un cadre, quelque chose qui s'ouvre, et de fermer aussi pas mal de choses, puisque si on ouvre, on se sépare d'autres choses, de se définir un objectif, une motivation, de remplir un vide, de combler quelque chose qui demande à l'être. Il s'agit de le mettre en scène. Pour reprendre la métaphore de la rivière, une fois qu'on a la source, qu'on a le lit de la rivière, il faut bien qu'à un moment donné, elle débouche quelque part. Donc je reviens à mon Sacré-Cœur. Et donc le Sacré-Cœur a une composition assez complexe, donc je vous en parlais. Déjà, une des premières, c'était d'éviter donc de construire un socle pour éviter de laisser une plateforme disponible pour les insurrections parisiennes. Il y a une deuxième, donc ça c'est vraiment son emprise au sol. Il y a une deuxième échelle évidemment, qui est cette échelle, de grande nef pour venir recevoir les pèlerins, les visiteurs, puisque c'est un des deuxièmes grands monuments visités dans Paris après Notre-Dame. Donc on voit un petit peu cette idée de nef et de clocher un petit peu dans le paysage. Et évidemment, sa troisième échelle, qui est d'étendre la bonne parole catholique, ou en tout cas d'offrir un repère stable catholique dans cet univers parisien, qui est partagé évidemment entre la ville, la cité et l'université, même si aujourd'hui ça se cantonne à rive droite, rive gauche, et d'éclairer cette généralité d'assez loin. Et c'est tellement vrai qu'en allant à Auvers-sur-Oise, donc où vous êtes vraiment aux portes du Vexin, vous êtes pratiquement à la fin de la conurbation parisienne. Il y a deux collines, celle de Montmorency et celle de Cormeilles, qui viennent complètement fermer l'espace parisien. Et donc on a Paris qui disparaît complètement derrière une canopée végétale. Et la seule chose que l'on voit de Paris, c'est le lanterneau du Sacré-Cœur. Voilà, alors toujours plus léger après ça. L'artiste Jérôme Ménager qui lui va prendre pour lieu de composition ces lieux vagues, ces lieux délaissés, ces lieux sales, ceux qu'on ne veut pas regarder dans la ville, ceux qui sont tellement sales qu'ils en sont tout noirs. Et donc il va se servir de ce noir de charbon, de ce noir de suie, pour venir implanter son bonhomme blanc. Il le dessine à peu près tout le temps de la même manière. En tout cas, il a très souvent un bras levé qui dessine l'horizon des oiseaux, ou en tout cas qui dessine cette envie de dépasser son quotidien, ou de dépasser, on a l'impression que là, il se met à grimper sur les murs, comme s'il voulait s'échapper ou fuir. Et ici, on ne sait pas si c'est porter un oiseau ou passer au-dessus de la porte. Son bonhomme blanc a lancé, il n'y a pas que lui évidemment, hein, il y en avait d'autres, mais a lancé évidemment le street art, donc ces arts de rue, et il en a implanté un peu dans plusieurs pays. Très souvent évidemment il est connu à Paris pour ses interventions à Belleville, ou dans les quartiers où il pouvait encore se retrouver des résidus urbains un peu sales, des dents creuses sur lesquelles la municipalité parisienne n'intervenait pas. Donc ici, on a une petite composition où on voit qu'il récupère quand même l'idée du cadre. On est presque dans un musée, même si c'est un salon de coiffure mixte. Et il récupère donc cette vitre en créant sa petite famille de bonhommes blancs, avec son petit soleil et ses oiseaux qui s'envolent à l'infini.
Alors on ne sait pas forcément ce qu'il veut dire, en tout cas il y a très certainement un esprit de liberté, et puis il y a très certainement évidemment de repeindre en blanc ces espaces qui sont plutôt noirs. Dernier exemple qui moi me tient beaucoup à cœur, parce qu'effectivement il a un petit peu bouleversé ma géographie parisienne quand j'y ai assisté. C'était pour une nuit blanche à Paris en 2002. Donc il y a un collectif de hackers, donc de pirates informatiques, artistes pirates informatiques, qui avaient été invités à se servir de la façade de la très grande bibliothèque et de se servir surtout de ce module répétitif, ce module verrier répétitif qui a servi à Dominique Perrault à concevoir la forme de chaque livre ouvert de sa bibliothèque, et donc à se servir de chaque module verrier comme un pixel. Et donc les passants, les badauds, étaient invités à se brancher sur Internet et à écrire des mots, à dessiner avec ces pixels, des cœurs. Bon, là, c'est évidemment Chaos Computer Club, donc c'était le nom du collectif et de l'intervention. Mais il y avait comme ça une œuvre interactive qui était construite, et tout d'un coup, en termes de psychogéographie, Paris devenait un espace complètement synthétique. On était plongé effectivement dans un monde, dans une matrice ou quelque chose comme ça. Donc l'univers était complètement retourné sur lui-même. Voilà, donc c'était il aurait fallu effectivement avoir peut-être une ou deux photos vues de loin, de voir un petit peu l'impact, puisque quand on a le nez dessus, c'est sûr qu'on voit les pixels. Mais il y avait cette idée de l'art primitif des jeux électroniques, où il y avait évidemment... la courbe n'était pas présente et les pixels formaient des petits escaliers et on devait recomposer en s'éloignant l'image finale. Donc je vous disais, les 3 repères, je vous les rappelle. Donc il y avait un repère qui interroge le cadre, puisque quand un artiste intervient, et notamment quand il intervient dans l'espace public, où commence et où se termine l'espace public, on n'est pas dans un musée, où, encore une fois, dans un musée, il y a des cartels, il y a des gardiens, il y a des gens qui vous indiquent, il y a des barrières de protection qui vous permettent d'identifier ce que vous devez regarder, ce que vous devez voir. Donc, dans l'espace urbain, il n'y a pas ça. Et donc, il faut forcément, évidemment, interroger ce motif de la cohésion, ce cadre. Comment on arrive à faire une cohésion d'une œuvre sans cadre. Deuxièmement, il y a un motif, mais comme dans tout art, dans tout tableau, il y a toujours un motif représenté, quelque chose qui est représenté, quelque chose qui veut dire quelque chose. Et puis enfin, il y a une composition artistique qui met en scène, comme ça peut être un point de vue chez Varigny, comme ça peut être un point de vue sur la butte Montmartre.